Le 31 janvier, l'Union africaine a annoncé au chef d'État du panel la nomination de M. Blaise Compaoré, qui était alors président du Burkina Faso. Les chefs d'État devaient se rendre à Abidjan 2 semaines plus tard. M. Blé Goudé a immédiatement réagi en organisant une tournée d'Abidjan qui a duré 1 semaine afin de mobiliser les jeunes contre la nomination de M. Compaoré dans ce panel. Il a appelé à une grande mobilisation sur la place de la République le 5 février. Les grands rassemblements se tenaient place de la République. Lorsque l'on ne pouvait pas rassembler une foule importante, ils avaient tendance à se rendre à la place CP1 à Yopougon. Et une quantité importante de jeunes se sont rassemblés place de la République. Et il y avait des membres du gouvernement, beaucoup de chefs de file des jeunes et Simone Gbagbo. Parlant à la foule, Blé Goudé a accueilli positivement l'initiative de créer un panel de l'Union africaine pour résoudre la crise. Cependant, il s'est opposé à la présence de Compaoré dans le panel et a dit que Compaoré n'était pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Eh bien, à cause de ses liens avec le président français et son rôle allégué dans l'organisation de la rébellion de 2002 en Côte d'Ivoire. Le 20 février, les jeunes patriotes se sont une fois de plus mobilisés à l'aéroport pour empêcher l'arrivée attendue de M. Compaoré, alors que les autres chefs d'État du panel arrivaient pour tenir une réunion et des réunions séparées avec Gbagbo et Ouattara. Et finalement, M. Compaoré n'est jamais venu. Entre-temps, pendant le mois de février, les opérations des FDS à Abobo se sont intensifiées dans une tentative d'écraser toute opposition rencontrée à Abobo. À leur tour, des groupes de résistance émergents à Abobo empêchaient les mouvements FDS d'ériger des barrages routiers autour d'Abobo et dans Abobo. De temps à autre, ces groupes réussissaient à saisir les armes des FDS et mener des attaques sporadiques contre des positions FDS, ce qui a engendré quelques pertes chez les FDS. Et les FDS ont répondu à travers des interventions militaires massives. Le 21 février, le commandant des forces terrestres a ordonné le recrutement de centaines d'anciens membres de milices dans les FDS, et nous vous montrerons, Madame, Messieurs les juges, les documents qui le prouvent. Le 22 février 2011, les ministres de M. Gbagbo ont discuté pour voir comment faire référence aux manifestants pro-Ouattara à dater de ce moment-là. Il faudrait les appeler des rebelles ou des terroristes. Cette discussion sur le terme à utiliser pour désigner les manifestants vous donne une idée de l'utilisation calculée de la rhétorique par les alliés les plus proches de M. Gbagbo, ce que l'on appelle son entourage immédiat. Au cours de cette même réunion, le ministre de la Défense a plaidé en faveur d'une nouvelle approche face aux rebelles, et je cite dans le procès-verbal en français. Déloger. Il faut des moyens conséquents et un nouveau discours. Le 23 février, le chef de file des jeunes, Serge Kofi du CRAC, a prononcé un discours dont une partie a été retransmise à la télévision publique, sur la chaîne de télévision publique. Il a demandé à la jeunesse pro-Gbagbo de rester loyale envers Gbagbo et a appelé ces jeunes à se soulever et à utiliser leurs armes contre les populations, les opposants vivant à Abobo, leurs armes mortelles. Et il a dit, et je cite, « Il n'y a pas de gens bien parmi la population d'Abobo. Nous devons frapper dans le tas et Dieu sauvera les innocents. » Il a ensuite appelé l'ensemble des Ivoiriens à se soulever et à utiliser les armes mortelles pour mettre un terme à cette guérilla urbaine et la circonscrire. Nous devons nous lever
et nous devons mettre un terme à l'existence de ces tueurs anarchiques. Ce même soir, les ministres et des membres importants de l'entourage immédiat, y compris Blé Goudet, étaient présents à la résidence présidentielle pendant plusieurs heures. Et c'est également pendant cette période que les forces rebelles connues sous l'acronyme FIFN ont entamé une offensive militaire sur la côte ouest, au-delà de la zone de confort qui séparait le nord du sud du pays. Le 24 février, M. Gbagbo a tenu une réunion avec le haut commandement des FDS et a ordonné que les FDS fassent tout ce qui est nécessaire pour reconquérir Abobo et normaliser la situation sur le plan de la sécurité. Lorsque cela a été proposé, il a été proposé qu'Abobo soit déclaré zone de guerre. M. Gbagbo s'est élevé contre cela. Il a ordonné que les forces armées reprennent cet axe stratégique à Abobo. Lors d'une réunion de cabinet ce même jour, Gbagbo a donné pour instruction de neutraliser ces rebelles à Abobo. Ces instructions ont été suivies par un appel de Blé Goudet aux jeunes à 20h dans le cadre des nouvelles retransmises à la RTI à se mobiliser. Il leur a instamment demandé à l'ensemble des jeunes de la Côte d'Ivoire d'empêcher les Nations Unies d'entrer et de se déplacer dans les communes d'Abidjan. Dans ce même discours, il a appelé les jeunes pro-Gbagbo à participer à cette réunion générale réunie ce jour-là pour donner les dernières instructions au bar Le Baron à Yopougon à 21h le 25 février 2011. Vous voyez que l'heure est donnée. Et je vais faire une pause ici. Vous voyez ici cet extrait vidéo au mois de mars, dans la deuxième partie du mois de mars. Vous pouvez voir, si je ne m'abuse pas, la plaque minéralogique d'un véhicule des Nations Unies est la date 24 février 2011. Et ce même jour, M. Gbagbo disait « Nous devons arrêter les véhicules des Nations Unies ». Il y a une liste, cela figure sur la vidéo. Les registres de la résidence présidentielle en date, à cette même date, montrent que M. Blé Goudet est venu rendre visite à M. Gbagbo ce même soir de 21h34 à 23h06, 10 heures avant de donner son mot d'ordre au bar Le Baron. Au cours des 20 dernières minutes de cette visite, les 20 dernières minutes de cette visite coïncidaient avec la présence du chef d'état-major de l'armée. La scène était maintenant prête pour l'incident du 25 février. Maintenant, Madame, Messieurs, je vous rappelais que M. Blé Goudet est accusé dans le cadre de cet incident. Le 25 février, au bar Le Baron au Yopougon, une réunion générale pro-Gbagbo s'est tenue à 21h. À 9h du matin, se reprend l'interprète en faveur de M. Gbagbo. Elle était menée par M. Blé Goudet, qui était soutenu par d'autres chefs de file des jeunes. Blé Goudet a prononcé le mot d'ordre qu'il avait promis devant ces jeunes rassemblés. Il leur a ordonné de surveiller les allées et venues et de rendre compte de tout ce qui entrait, tout étranger entrant dans leur quartier. La réunion de bar Le Baron a été immédiatement suivie. Ah, excusez-moi, je voudrais d'abord passer une vidéo. Je peux tout de suite vous dire, allons dans tel quartier, on va attaquer les gens. Et puis vous allez m'applaudir. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin de vous orienter. Et c'est mon devoir. Et c'est ma responsabilité. Il va être valable dans tous les quartiers. C'est les cas où vous devez tourner dans vos quartiers. Vous devez empêcher l'industrie de sécurité. Deuxièmement, en retournant dans vos quartiers, vous devez
Micro, s'il vous plaît. Il y a une partie intérieure au bar Le Baron, une partie extérieure. Et dans cet extrait vidéo, on voit tous les jeunes qui sont présents et qui écoutent ce discours. La réunion du bar Le Baron a été immédiatement suivie par une autre réunion générale à la place CP1 à Yopougon, que vous voyez maintenant ici à l'écran. La place CP1 était un lieu de réunion habituel, comme je l'ai déjà dit, pour des rassemblements et des discours, et également pour la diffusion des messages pro-Gbagbo par la galaxie patriotique. Lors de la deuxième réunion, M. Blé Goudet a répété son message concernant la dénonciation des étrangers ou des personnes n'habitant pas dans les lieux. À la fin de la réunion à la place CP1, les jeunes pro-Gbagbo qui assistaient à la réunion sont descendus le long du boulevard principal de Yopougon vers le quartier de Doucouré. Comme vous pouvez, Madame, Messieurs les juges, le voir à l'écran, le boulevard principal est la route qui divise le quartier de Doucouré et le quartier de Yao-Sei. Yao et pro-Gbagbo. Yao-Sei, le quartier de Yao-Sei et pro-Gbagbo. Le quartier de Doucouré est essentiellement un quartier d'Youla, alors que les habitants de Yao-Sei sont essentiellement des Bété ou des Guérés. Les jeunes pro-Gbagbo ont commencé à lancer des pierres vers les jeunes du quartier de Doucouré et un affrontement a éclaté sur le boulevard principal près d'une mosquée connue sous le nom de Lem ou mosquée Doucouré. Des éléments de la police et des membres de la milice ont rallié cet affrontement pour soutenir les jeunes pro-Gbagbo. Vous pouvez voir maintenant le 16e arrondissement, le poste de police du 16e arrondissement marqué ici à l'écran. La police a ouvert le feu et a lancé 3 grenades sur les jeunes de Doucouré. Pendant cette attaque, certains jeunes de Doucouré ont cherché à s'abriter dans la cour de la mosquée Lem et les jeunes pro-Gbagbo ainsi que des groupes de milices soutenus par la police et également des éléments des FDS ont attaqué la mosquée, ont brûlé certaines parties de la mosquée et ont même brûlé à mort le gardien de la mosquée. Tout au long de l'attaque de Doucouré le 25 février, la jeunesse pro-Gbagbo, les membres des milices et la police ont tué au moins 13 membres de la communauté et blessé au moins 7 personnes. Et 6 personnes au moins ont été incinérées à mort, calcinées à mort. Pour ce qui est de la situation ces jours-là, ils ont commencé à mettre en place des barrages routiers pour bloquer les routes. Et concernant Blé Goudet, il n'était jamais loin des événements. À la conclusion et à la fin de cette réunion place CP1, un cortège de 4x4 de Doucouré neighborhood. Upon seeing the motorcade, pro-Gbagbo youth chanted Blé Goudet's nickname. s'est arrêté. Un cortège de 4x4 s'est arrêté devant le poste de police du 16e arrondissement sur le boulevard principal, près du quartier de Doucouré. Après avoir vu arriver ce cortège en faveur des jeunes pro-Gbagbo, les jeunes pro-Gbagbo ont commencé à scander le nom de Blé Goudet, général, général, et certains même ont commencé à courir derrière le cortège lorsqu'il a quitté le poste de police quelques instants plus tard. À ce moment-là, les jeunes pro-Gbagbo ont calciné un jeune Doucouré à l'extérieur du poste de police. Un rapport de police citant ces événements a conclu que plusieurs civils avaient été calcinés sur les barrages routiers érigés par les jeunes en faveur de pro-Gbagbo et faisant référence à ces jeunes patriotes, le rapport constate, et je cite en français, nationale par l'initiateur de ces barrages peut y mettre véritablement un frein. Seul un appel à la télévision nationale par l'initiateur de ces barrages peut y mettre véritablement un frein. Your Honors.
Je cite en français, au cours de leur contrôle à la recherche d'armes et de rebelles, dès qu'un individu leur paraît suspect, il est automatiquement lynché et calciné. Il a continué, je cite à nouveau en français, seul un appel de la télévision nationale par l'initiateur de ces barrages peut y mettre véritablement un frein. Madame, messieurs les juges, les éléments de preuve montrera que cet auteur n'était autre que l'accusé Blake Goudet. Nous verrons également que les jeunes eux-mêmes, ce 25 février, sur l'ordre de Blake Goudet, avaient érigé des barrages routiers et avaient procédé à des They were coordinating their operations with the FDS. We will show you. recherches dans les maisons des partisans pro-Ouattara. Le 1er mars, dans une vidéo, un jeune a même expliqué qu'il coordonnait leurs opérations avec les FDS. Dans d'autres discours, les 14 et 19 mars et également le 5 avril, Blake Goudet a félicité les jeunes pour leur travail au barrage routier. Il les a encouragés de continuer à se battre et de poster des hommes sur ces barrages routiers parce qu'ils décourageaient réellement les rebelles. Je voudrais maintenant vous amener aux événements qui se sont déroulés à Abobo quelques jours plus tard uniquement et auxquels Madame le procureur a fait référence dans ses remarques liminaires. Nous avons également ce qui est affiché à l'écran. Le matin du 3 mars, plus de 3000 femmes se sont rassemblées à Abobo pour une manifestation pacifique. Ces femmes voulaient protester contre les violations des droits de l'homme dans leur quartier et demander que Gbagbo se retire et démissionne. Elles se seront rassemblées sur le rond-point Banco Anadol, que vous pouvez maintenant voir à l'écran. Ces femmes ne portaient pas d'armes. Elles ne portaient que des branches d'arbres et des posters avec des slogans anti-Gbagbo. Madame, messieurs les juges, vous verrez maintenant dans un extrait vidéo ces femmes au début de leur manifestation. As the women Alors que ces femmes se rassemblaient sur le rond-point Banco Anadol, les unités FDS sont parties en convoi militaire du camp voisin Kamando, qui était un poste militaire FDS à Abobo. L'emplacement du camp peut se voir maintenant à l'écran. Le convoi militaire incluait des membres des FDS et s'est dirigé vers cette manifestation de femmes. Leur itinéraire peut être vu ici sur la carte affichée à l'écran. Lorsque le convoi est arrivé au rond-point Banco Anador, le rond-point était très animé avec un grand nombre de femmes sur place. Et c'est là que l'impensable est arrivé. Le convoi a ouvert le feu directement sur la foule, sans mise en garde, et les tirs, brefs et intenses, visaient des manifestantes non armées. Madame, Messieurs les juges, vous allez pouvoir voir maintenant cet extrait vidéo qui montre ce qui s'est passé. Microphone, s'il vous plaît. Monsieur McDonald parle sans microphone.
Microphone, s'il vous plaît. Excusez-moi. L'extrait au ralenti de cette vidéo que vous allez voir maintenant montre que c'est le canon du véhicule blindé de transport de troupes, un BTR 80, qui se trouvait à l'avant du convoi, qui a tiré le premier sur les femmes. Et nous allons maintenant vous montrer cet extrait au ralenti. The sound that you just heard Le son que vous entendiez, c'était le son au ralenti du canon qui tire. Alors vous pouvez voir la fumée qui sort de la bouche du canon dans les 4 captures d'écran que je vais vous montrer et qui ont été... Il s'agit d'images qui ont été prises juste avant et après les tirs. As you have seen, Comme vous l'avez vu, le convoi des FDS qui a tiré sur les femmes était composé de 5 véhicules. Le BTR 80 qui appartient à la garde républicaine, qui est à l'avant du convoi, un pick-up avec une mitrailleuse dessus, une ambulance blanche, un véhicule de transport de troupes ou qui transporte des troupes, ainsi qu'un véhicule blindé qui appartient à la police nationale. 7 femmes ont été tuées à la suite de cette fusillade brutale, fusillade des unités des FDS dans ce convoi. Plusieurs autres ont été blessés. Le film de cet événement filme 6 de ces 7 victimes. Il y a une de ces femmes qui a été très très grièvement blessée et qui par la suite a succombé à ses blessures à l'hôpital d'Abobo Sud. Nous allons vous montrer maintenant un extrait des victimes. Et je vous dis que je vous mets en garde parce que les images peuvent être particulièrement traumatisantes. and quickly a slide freeze frame of the 6 victims, Your Honors. Alors, voilà des captures d'écran des femmes en question. L'accusation a été en mesure, dans le cadre de son enquête, de localiser parmi des centaines de corps qui ont été enterrés dans une fosse commune, les corps de certaines des victimes du 3 mars 2011. Et aujourd'hui, grâce à l'utilisation de l'analyse par ADN, nous sommes en mesure de confirmer l'identité de 3 de ces victimes. Madame, Messieurs les juges, je dois dire que nous avons fait un travail extrêmement méticuleux au sujet de cet événement. Pourquoi ? Parce que il y a eu un déni total de la part de Monsieur Gbagbo face à ce crime horrible. Un mot résume la situation, le déni. Le 4 mars 2011, le jour qui a suivi la fusillade, le porte-parole du gouvernement et le porte-parole des FDS ont nié toute responsabilité de la part des FDS pour cet événement. Le porte-parole des FDS est même allé plus loin en avançant et en disant que les soldats des FDS étaient restés dans leur camp à Abobo pendant cet événement. Le 4 mars, des émissions, des diffusions à la RTI dénonçaient cet événement comme un montage et indiquaient même que ces images étaient truquées. Il s'agissait de la télévision d'État contrôlée par M. Gbagbo
qui indiquait que ces images étaient truquées. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une version YouTube. Mais nous avons la version originale qui a été saisie dans YouTube et nous allons vous la présenter. Vous allez entendre des dépositions d'experts qui vous prouveront que cette vidéo est authentique et que les images et le son n'ont absolument pas été retouchés ni manipulés. Le 5 mars 2011, les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont convoqué une conférence de presse. Ils ont dit que les médias étaient en train de manipuler l'opinion publique et proférer des allégations non fondées contre le gouvernement de M. Gbagbo. Le 8 mars 2011, le Conseil des ministres ou le cabinet des ministres, le cabinet ministériel a à nouveau nié toute responsabilité et a indiqué que les accusations proférées contre les FDS étaient une pure invention. Qu'a fait ou dit le commandant en chef de l'armée, à savoir M. Laurent Gbagbo, face à une telle violence? Rien. Le 23 mars 2011, M. Blé Goudet, membre de l'entourage immédiat co-accusé en l'espèce, a relayé le message qui était que les FDS ne pouvaient absolument pas être responsables du décès de ces femmes le 3 mars 2011 parce qu'à ce moment-là, Abobo était entre les mains des rebelles. Madame, Messieurs les juges, l'accusation va faire valoir que ces dénis, ces dénégations, en regard d'éléments de preuve si incontestables, démontrent qu'un groupe de personnes agissant de concert a étouffé un crime commis dans l'exécution du plan commun, car cela est la preuve, même s'il en fut, de l'existence du plan commun. C'est la preuve que M. Laurent Gbagbo et les membres de son entourage immédiat avaient l'intention de rester au pouvoir coûte que coûte, par tous les moyens. Alors j'aimerais maintenant, Madame, Messieurs les juges, vous parler du 10 mars, car ce jour-là, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, après avoir mené des consultations, donc le groupe qui avait annoncé à la fin du mois de janvier, le 28, qu'ils allaient se réunir, ils se sont réunis, consultés, et ils finissent par se réunir à Addis Abeba en Éthiopie pour analyser la situation en Côte d'Ivoire. La réunion a avalisé les recommandations du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine. Et le groupe de mise en œuvre avait déclaré que M. Alassane Ouattara était le président élu de la Côte d'Ivoire et avait demandé au président de la Commission de l'Union africaine de nommer un haut représentant pour la mise en œuvre d'une solution politique globale avalisée par le Conseil. Donc il était absolument évident que sans le soutien de l'Union africaine, la présidence de M. Gbagbo était vouée à l'échec. À partir de ce moment-là, M. Gbagbo et les membres de son entourage immédiat, y compris M. Blé Goudet, savaient pertinemment qu'une solution politique n'était plus possible, qu'aucune solution pacifique n'était possible. Et les événements et actes qui ont suivi ce jour, et que je vais maintenant vous décrire, démontrent ceci. Car ce même jour, le CNRD de Mme Gbagbo se réunit. Il y a des notes qui ont été prises par Mme Gbagbo dans son journal de bord ce jour-là, et je cite. Prendre à se battre. Mobiliser sous les armes. Trouver des armes pour les jeunes. La guerre a déjà commencé. Aider les jeunes à s'armer, s'équiper, éviter les positions défensives. These words find their Ces propos
trouvent leur écho dans les événements qui se sont déroulés après. Le 12 mars 2011, le porte-parole du gouvernement rend visite à Mme Simone Gbagbo à la résidence présidentielle. Ce soir-là, le président du FPI, Afi N'Guessan, et le premier ministre Ake N'Gebo, avec le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur et les ministres de la Défense, ont également eu une réunion avec Mme Gbagbo. Vous entendrez des éléments de preuve qui indiquent qu'à cette époque-là, et malheureusement nous ne pouvons pas vous donner de date exacte, mais pendant cette période, à ce moment-là, disais-je, il y a des éléments de preuve documentaires qui l'indiquent, M. Gbagbo a envisagé de démissionner. Mais comme les événements le démontrent, il s'est agrippé au pouvoir en utilisant tous les moyens à sa disposition, parce que cela n'était pas terminé. Le 13 mars 2011, le ministre de la Défense a une réunion avec Mme Gbagbo à la résidence présidentielle, réunion qui dure quelques 4h30. Et il revient le 14 mars 2011, cette fois-ci pour rencontrer M. Laurent Gbagbo. Le 14 mars, la RTI montre comment M. Blé-Goudé félicite les jeunes pour le travail effectué au niveau des barrages routiers et les encourage à continuer le combat. Il les informe, et je cite, il leur dit « Un appel historique va bientôt être annoncé ». Cette soirée, le 14 mars 2011, M. Laurent Gbagbo rencontre 8 de ses généraux des FDS. Il y a également des ministres, y compris M. Blé-Goudé, qui rendent visite à la résidence. La présence des généraux consistait à réaffirmer leur loyauté à l'intention de M. Gbagbo et à faire taire les rumeurs de défection au sein des rangs du haut commandement. Et nous avons des vidéos, nous avons les différents bulletins de la RTI de cette période. Alors, pour être très précis, il nous en manque 10. Ce qui m'amène maintenant à vous parler du 4e événement, à savoir le bombardement d'Abobo. Et je pense que je pourrais vous en parler pendant ces 10 minutes qui nous restent. Le 17 mars, les FDS, qui se trouvaient basés au camp commando, ont lancé plusieurs obus de mortier sur une zone extrêmement densément peuplée au cœur d'Abobo, et ils ont frappé au moins 3 quartiers. Le quartier d'Eriaraï, le marché de Siakakone et le quartier Abobo SOS. Au moins, dis-je, au moins, et peut-être plus, mais au moins 30 personnes sont mortes et plus de 60 personnes ont été blessées. Il y a un obus qui a atterri dans le quartier d'Eriaraï et qui a tué une femme qui se trouvait dans la rue et qui est en train de rentrer chez elle en provenance du marché. Il y a 2 autres obus qui ont atterri dans le marché très animé et fréquenté de Siakakone, juste en face du bureau du maire. Il y a un obus qui a atterri sur le trottoir près de la route principale et qui n'a pas fait de victime. Il y a un autre qui a atterri près d'un petit passage dans le marché et qui a instantanément tué plus d'une douzaine de civils. De nombreux autres civils ont été blessés ou mutilés par l'explosion. Nous allons maintenant vous présenter des extraits vidéo de cet événement et je vous mets en garde une fois de plus parce que c'est particulièrement choquant à voir. Éloignez-vous, ça sert à rien de rester tout ça. T'as pas su DCI, on est contre aucun de cana. Aïe, même il paye la joie, tu vas pas les canceller, tu le conseilles.
Not too far from the market, Dans les environs du marché, d'autres obus ont été tirés sur au moins 4 lieux dans le quartier Abobo SOS. Il y a un obus qui a détruit une maison où ne se trouvait personne à ce moment-là. Donc très heureusement, il n'y a pas eu de victime. Un autre obus a atterri juste en face d'une mosquée en construction et a blessé plusieurs civils qui essayaient de se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Pendant le procès, vous entendrez les survivants parler. À quelques mètres de cela, dans une rue avoisinante, un autre obus a frappé une cour commune. Donc il y avait des maisons avec une cour commune. L'explosion a tué un homme. Mesdames, Messieurs les juges, vous entendrez la déposition d'une femme âgée qui a été blessée par la même explosion. Les impacts d'éclats d'obus sont encore visibles de nos jours sur les murs de sa maison. Il y a un autre obus qui a atterri dans une rue perpendiculaire. Il y avait une jeune mère et son petit garçon de 5 ans qui marchaient dans cette rue lorsque l'obus a atterri juste devant eux. Son corps a été criblé d'éclats d'obus, mais elle a survécu. Elle témoignera et expliquera comment elle a vu son fils de 5 ans mourir devant elle. Et je vais maintenant vous montrer une photo de cet enfant. Et une fois de plus, je vous mets en garde. I will continue. Je poursuis. J'aimerais vous demander, Monsieur le Président, de faire une pause maintenant, d'avoir notre pause parce que nous avons un petit problème technique. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, voilà ce que je vous propose. Nous faisons la pause maintenant et vous nous direz à quelle heure nous allons revenir, Monsieur le Président. Le Président. Oui, nous allons faire la pause maintenant et nous reviendrons à 11h30. Je pense que ce sera la dernière partie, Monsieur MacDonald. Probablement la dernière partie. Monsieur MacDonald, oui, je pense que j'ai encore 30 minutes d'intervention, maximum une demi-heure. Le juge président, je vous remercie. Donc nous allons lever l'audience jusqu'à 11h30. Microphone, s'il vous plaît. Monsieur MacDonald parle sans microphone. Microphone, s'il vous plaît. Excusez-moi. L'extrait au ralenti de cette vidéo que vous allez voir maintenant montre que c'est le canon du véhicule blindé de transport de troupes, un BTR 80, qui se trouvait à l'avant du convoi, qui a tiré le premier sur les femmes. Et nous allons maintenant vous montrer cet extrait au ralenti. The sound that you just heard. Le son que vous entendiez, c'était le son au ralenti du canon qui tire. Alors vous pouvez voir la fumée qui sort de la bouche du canon dans les 4 captures d'écran que je vais vous montrer et qui ont été... Il s'agit d'images qui ont été prises juste avant et après les tirs. As you have seen, Comme vous l'avez vu, le convoi des FDS qui a tiré sur les femmes était composé de 5 véhicules. Le BTR 80 qui appartient à la garde républicaine, qui est à l'avant du convoi, un pick-up avec une mitrailleuse dessus, une ambulance blanche, un véhicule de transport de troupes ou qui transporte des troupes, ainsi qu'un véhicule blindé qui appartient à la police nationale.
7 femmes ont été tuées à la suite de cette fusillade brutale, fusillade des unités des FDS dans ce convoi. Plusieurs autres ont été blessés. Le film de cet événement filme 6 de ces 7 victimes. Il y a une de ces femmes qui a été très très grièvement blessée et qui par la suite a succombé à ses blessures à l'hôpital d'Abobo Sud. Nous allons vous montrer maintenant un extrait des victimes. Et je vous dis que je vous mets en garde parce que les images peuvent être particulièrement traumatisantes. And quickly, a slide freeze frame of the 6 victims, Your Honors. Alors, voilà des captures d'écran des femmes en question. L'accusation a été en mesure, dans le cadre de son enquête, de localiser parmi des centaines de corps qui ont été enterrés dans une fosse commune, les corps de certaines des victimes du 3 mars 2011. Et aujourd'hui, grâce à l'utilisation de l'analyse par ADN, nous sommes en mesure de confirmer l'identité de 3 de ces victimes. Madame, Messieurs les juges, doivent dire que nous avons fait un travail extrêmement méticuleux au sujet de cet événement. Pourquoi? Parce que il y a eu un déni total de la part de Monsieur Gbagbo face à ce crime horrible. Un mot résume la situation, le déni. Le 4 mars 2011, le jour qui a suivi la fusillade, le porte-parole du gouvernement et le porte-parole des FDS ont nié toute responsabilité de la part des FDS pour cet événement. Le porte-parole des FDS est même allé plus loin en avançant et en disant que les soldats des FDS étaient restés dans leur camp à Abobo pendant cet événement. Le 4 mars, des émissions, des diffusions à la RTI dénonçaient cet événement comme un montage et indiquaient même que ces images étaient truquées. Il s'agissait de la télévision d'État contrôlée par M. Gbagbo qui indiquait que ces images étaient truquées. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une version YouTube. Mais nous avons la version originale qui a été saisie dans YouTube et nous allons vous la présenter. Vous allez entendre des dépositions d'experts qui vous prouveront que cette vidéo est authentique et que les images et le son n'ont absolument pas été retouchés ni manipulés. Le 5 mars 2011, les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont convoqué une conférence de presse. Ils ont dit que les médias étaient en train de manipuler l'opinion publique et proférer des allégations non fondées contre le gouvernement de M. Gbagbo. Le 8 mars 2011, le Conseil des ministres ou le cabinet des ministres, le cabinet ministériel a à nouveau nié toute responsabilité et a indiqué que Le 31 janvier, l'Union africaine a annoncé au chef d'État du panel la nomination de M. Blaise Compaoré, qui était alors président du Burkina Faso. Les chefs d'État devaient se rendre à Abidjan 2 semaines plus tard. M. Blé Goudé a immédiatement réagi en organisant une tournée d'Abidjan
qui a duré une semaine afin de mobiliser les jeunes contre la nomination de M. Compaoré dans ce panel. Il a appelé à une grande mobilisation sur la place de la République le 5 février. Les grands rassemblements se tenaient place de la République. Lorsque l'on ne pouvait pas rassembler une foule importante, ils avaient tendance à se rendre à la place CP1 à Yupougon. Et une quantité importante de jeunes se sont rassemblés place de la République. Et il y avait des membres du gouvernement, beaucoup de chefs de file des jeunes et Simone Gbagbo. Parlant à la foule, Blé Goudé a accueilli positivement l'initiative de créer un panel de l'Union africaine pour résoudre la crise. Cependant, il s'est opposé à la présence de Compaoré dans le panel et a dit que Compaoré n'était pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Eh bien, à cause de ses liens avec le président français et son rôle allégué dans l'organisation de la rébellion de 2002 en Côte d'Ivoire. Le 20 février, les jeunes patriotes se sont une fois de plus mobilisés à l'aéroport pour empêcher l'arrivée attendue de M. Compaoré, alors que les autres chefs d'État du panel arrivaient pour tenir une réunion et des réunions séparées avec Gbagbo et Ouattara. Et finalement, M. Compaoré n'est jamais venu. Entre-temps, pendant le mois de février, les opérations des FDS à Abobo se sont intensifiées dans une tentative d'écraser toute opposition rencontrée à Abobo. À leur tour, des groupes de résistance émergents à Abobo empêchaient les mouvements FDS d'ériger des barrages routiers autour d'Abobo et dans Abobo. De temps à autre, ces groupes réussissaient à saisir les armes des FDS et mener des attaques sporadiques contre des positions FDS, ce qui a engendré quelques pertes chez les FDS. Et les FDS ont répondu à travers des interventions militaires massives. Le 21 février, le commandant des forces terrestres a ordonné le recrutement de centaines d'anciens membres de milices dans les FDS, et nous vous montrerons, Madame, Messieurs les juges, les documents qui le prouvent. Le 22 février 2011, les ministres de M. Gbagbo ont discuté pour voir comment faire référence aux manifestants pro-Ouattara à dater de ce moment-là. Il faudrait les appeler des rebelles ou des terroristes. Cette discussion sur le terme à utiliser pour désigner les manifestants vous donne une idée de l'utilisation calculée de la rhétorique par les alliés les plus proches de M. Gbagbo, ce que l'on appelle son entourage immédiat. Au cours de cette même réunion, le ministre de la Défense a plaidé en faveur d'une nouvelle approche face aux rebelles, et je cite dans le procès-verbal en français. Déloger. Il faut des moyens conséquents et un nouveau discours. Le 23 février, le chef de file des jeunes, Serge Kofi du CRAC, a prononcé un discours dont une partie a été retransmise à la télévision publique, sur la chaîne de télévision publique. Il a demandé à la jeunesse pro-Gbagbo de rester loyale envers Gbagbo et a appelé ces jeunes à se soulever et à utiliser leurs armes contre les populations, les opposants vivant à Abobo, leurs armes mortelles. Et il a dit, et je cite, « Il n'y a pas de gens bien parmi la population d'Abobo. Nous devons frapper dans le tas et Dieu sauvera les innocents. » Il a ensuite appelé l'ensemble des Ivoiriens à se soulever et à utiliser les armes mortelles pour mettre un terme à cette guérilla urbaine et la circonscrire. Nous devons nous lever et nous devons mettre un terme à l'existence de ces tueurs anarchiques. Ce même soir, les ministres et des membres importants de l'entourage immédiat, y compris Blé Goudé, étaient présents à la résidence présidentielle pendant plusieurs heures.
Et c'est également pendant cette période que les forces rebelles connues sous l'acronyme FIFN ont entamé une offensive militaire sur la côte ouest, au-delà de la zone de confort qui séparait le nord du sud du pays. Le 24 février, M. Gbagbo a tenu une réunion avec le haut commandement des FDS et a ordonné que les FDS fassent tout ce qui est nécessaire pour reconquérir Abobo et normaliser la situation sur le plan de la sécurité. Lorsque cela a été proposé, il a été proposé qu'Abobo soit déclaré zone de guerre. M. Gbagbo s'est élevé contre cela. Il a ordonné que les forces armées reprennent cet axe stratégique à Abobo. Lors d'une réunion de cabinet ce même jour, Gbagbo a donné pour instruction de neutraliser ces rebelles à Abobo. Ces instructions ont été suivies par un appel de Blé Goudé aux jeunes à 20h dans le cadre des nouvelles retransmises à la RTI à se mobiliser. Il leur a instamment demandé à l'ensemble des jeunes de la Côte d'Ivoire d'empêcher L'accusation proférée contre les FDS était une pure invention. Qu'a fait ou dit le commandant en chef de l'armée, à savoir M. Laurent Gbagbo, face à une telle violence? Rien. Le 23 mars 2011, M. Blé Goudé, membre de l'entourage immédiat, co-accusé en l'espèce, a relayé le message qui était que les FDS ne pouvaient absolument pas être responsables du décès de ces femmes le 3 mars 2011 parce qu'à ce moment-là, Abobo était entre les mains des rebelles. Madame, Messieurs les juges, l'accusation va faire valoir que ces dénis, ces dénégations, en regard d'éléments de preuve si incontestables, démontrent qu'un groupe de personnes agissant de concert a étouffé un crime commis dans l'exécution du plan commun, car cela est la preuve, même s'il en fut, de l'existence du plan commun. C'est la preuve que M. Laurent Gbagbo et les membres de son entourage immédiat avaient l'intention de rester au pouvoir coûte que coûte, par tous les moyens. Alors j'aimerais maintenant, Madame, Messieurs les juges, vous parler du 10 mars, car ce jour-là, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, après avoir mené des consultations, donc le groupe qui avait annoncé à la fin du mois de janvier, le 28, qu'ils allaient se réunir, ils se sont réunis, consultés, et ils finissent par se réunir à Addis Abeba en Éthiopie pour analyser la situation en Côte d'Ivoire. La réunion a avalisé les recommandations du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine. Et le groupe de mise en œuvre avait déclaré que M. Alassane Ouattara était le président élu de la Côte d'Ivoire et avait demandé au président de la Commission de l'Union africaine de nommer un haut représentant pour la mise en œuvre d'une solution politique globale avalisée par le Conseil. Donc il était absolument évident que sans le soutien de l'Union africaine, la présidence de M. Gbagbo était vouée à l'échec. À partir de ce moment-là, M. Gbagbo et les membres de son entourage immédiat, y compris M. Blé Goudé, savaient pertinemment qu'une solution politique n'était plus possible, qu'aucune solution pacifique n'était possible. Et les événements et actes qui ont suivi ce jour, et que je vais maintenant vous décrire, démontrent ceci. Car ce même jour, le CNRD de Mme Gbagbo se réunit. Il y a des notes qui ont été prises par Mme Gbagbo dans son journal de bord ce jour-là, et je cite. Prendre à se battre. Mobiliser sous les armes. Trouver des armes pour les jeunes. La guerre a déjà commencé. Aider les jeunes à s'armer, s'équiper, éviter les positions défensives. These words find their Ces propos
trouvent leur écho dans les événements qui se sont déroulés après. Le 12 mars 2011, le porte-parole du gouvernement rend visite à Mme Simone Gbagbo à la résidence présidentielle. Ce soir-là, le président du FPI, Afi N'Guessan, et le premier ministre Ake N'Gebo, avec le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur et les ministres de la Défense, ont également eu une réunion avec Mme Gbagbo. Vous entendrez des éléments de preuve qui indiquent qu'à cette époque-là, et malheureusement nous ne pouvons pas vous donner de date exacte, mais pendant cette période, à ce moment-là, disais-je, il y a des éléments de preuve documentaires qui l'indiquent, M. Gbagbo a envisagé de démissionner. Mais comme les événements le démontrent, il s'est agrippé au pouvoir en utilisant tous les moyens à sa disposition, parce que cela n'était pas terminé. Le 13 mars 2011, le ministre de la Défense a une réunion avec Mme Gbagbo à la résidence présidentielle, réunion qui dure quelques 4h30. Et il revient le 14 mars 2011, cette fois-ci pour rencontrer M. Laurent Gbagbo. Le 14 mars, la RTI montre comment M. Blé-Goudé félicite les jeunes pour le travail effectué au niveau des barrages routiers et les encourage à continuer le combat. Il les informe, et je cite, il leur dit « Un appel historique va bientôt être annoncé ». Cette soirée, le 14 mars 2011, M. Laurent Gbagbo rencontre 8 de ses généraux des FDS. Il y a également des ministres, y compris M. Blé-Goudé, qui rendent visite à la résidence. La présence des généraux consistait à réaffirmer leur loyauté à l'intention de M. Gbagbo et à faire taire les rumeurs de défection au sein des rangs du haut commandement. Et nous avons des vidéos, nous avons les différents bulletins de la RTI de cette période. Alors, pour être très précis, il nous en manque 10. Ce qui m'amène maintenant à vous parler du 4e événement, à savoir le bombardement d'Abobo. Et je pense que je pourrais vous en parler pendant ces 10 minutes qui nous restent. Le 17 mars, les FDS, qui se trouvaient basés au camp commando, ont lancé plusieurs obus de mortier sur une zone extrêmement densément peuplée au cœur d'Abobo, et ils ont frappé au moins 3 quartiers. Le quartier d'Eriaraï, le marché de Siakakone et le quartier Abobo SOS. Au moins, dis-je, au moins, et peut-être plus, mais au moins 30 personnes sont mortes et plus de 60 personnes ont été blessées. Il y a un obus qui... La situation ces jours-là, ils ont commencé à mettre en place des barrages routiers pour bloquer les routes. Et concernant Blé-Goudé, il n'était jamais loin des événements. À la conclusion et à la fin de cette réunion place CP1, un cortège de 4x4 de Decour neighborhood. Upon seeing the motorcade, pro-Gbagbo youth chanted Blé-Goudé's nickname. s'est arrêté. Un cortège de 4x4 s'est arrêté devant le poste de police du 16e arrondissement sur le boulevard principal, près du quartier de Doucouré. Après avoir vu arriver ce cortège en faveur des jeunes pro-Gbagbo, les jeunes pro-Gbagbo ont commencé à scander le nom de Blé-Goudé, général, général, et certains même ont commencé à courir derrière le cortège lorsqu'il a quitté le poste de police quelques instants plus tard. À ce moment-là, les jeunes pro-Gbagbo ont calciné un jeune Doucouré à l'extérieur du poste de police. Un rapport de police citant ces événements a conclu que plusieurs civils avaient été calcinés sur les barrages routiers érigés par les jeunes en faveur de pro-Gbagbo, et faisant référence à ces jeunes patriotes, le rapport constate, et je cite en français, national par l'initiateur de ces barrages peut y mettre véritablement un frein. Seul un appel à la télévision nationale par l'initiateur de ces barrages peut y mettre véritablement un frein. Your Honors.
Je cite en français, au cours de leur contrôle à la recherche d'armes et de rebelles, dès qu'un individu leur paraît suspect, il est automatiquement lynché et calciné. Il a continué, je cite à nouveau en français, seul un appel de la télévision nationale par l'initiateur de ces barrages peut y mettre véritablement un frein. Madame, messieurs les juges, les éléments de preuve montrera que cet auteur n'était autre que l'accusé Blake Goudet. Nous verrons également que les jeunes eux-mêmes, ce 25 février, sur l'ordre de Blake Goudet, avaient érigé des barrages routiers et avaient procédé à des They were coordinating their operations with the FDS. We will show you. recherches dans les maisons des partisans pro-Ouattara. Le 1er mars, dans une vidéo, un jeune a même expliqué qu'il coordonnait leurs opérations avec les FDS. Dans d'autres discours, les 14 et 19 mars et également le 5 avril, Blake Goudet a félicité les jeunes pour leur travail au barrage routier. Il les a encouragés de continuer à se battre et de poster des hommes sur ces barrages routiers parce qu'ils décourageaient réellement les rebelles. Je voudrais maintenant vous amener aux événements qui se sont déroulés à Abobo quelques jours plus tard uniquement et auxquels Madame le procureur a fait référence dans ses remarques liminaires. Nous avons également ce qui est affiché à l'écran. Le matin du 3 mars, plus de 3000 femmes se sont rassemblées à Abobo pour une manifestation pacifique. Ces femmes voulaient protester contre les violations des droits de l'homme dans leur quartier et demander que Gbagbo se retire et démissionne. Elles se seront rassemblées sur le rond-point Banco Anadol, que vous pouvez maintenant voir à l'écran. Ces femmes ne portaient pas d'armes. Elles ne portaient que des branches d'arbres et des posters avec des slogans anti-Gbagbo. Madame, messieurs les juges, vous verrez maintenant dans un extrait vidéo ces femmes au début de leur manifestation. Alors que ces femmes se rassemblaient sur le rond-point Banco Anadol, les unités FDS sont parties en convoi militaire du camp voisin Kamando, qui était un poste militaire FDS à Abobo. L'emplacement du camp peut se voir maintenant à l'écran. Le convoi militaire incluait des membres des FDS et s'est dirigé vers cette manifestation de femmes. Leur itinéraire peut être vu ici sur la carte affichée à l'écran. Lorsque le convoi est arrivé au rond-point Banco Anador, le rond-point était très animé avec un grand nombre de femmes sur place. Et c'est là que l'impensable est arrivé. Le convoi a ouvert le feu directement sur la foule, sans mise en garde, et les tirs, brefs et intenses, visaient des manifestantes non armées. Madame, messieurs les juges, vous allez pouvoir voir maintenant cet extrait vidéo qui montre ce qui s'est passé. Nations Unies d'entrer et de se déplacer dans les communes d'Abidjan. Dans ce même discours, il a appelé les jeunes pro-Gbagbo à participer à cette réunion générale réunie ce jour-là
pour donner les dernières instructions au bar Le Baron à Yopougon à 21h le 25 février 2011. Vous voyez que l'heure est donnée. Et je vais faire une pause ici. Vous voyez ici cet extrait vidéo au mois de mars, dans la deuxième partie du mois de mars. Vous pouvez voir, si je ne m'abuse pas, la plaque minéralogique d'un véhicule des Nations Unies est la date 24 février 2011. Et ce même jour, M. Gbagbo disait « Nous devons arrêter les véhicules des Nations Unies ». Il y a une liste, cela figure sur la vidéo. Les registres de la résidence présidentielle en date, à cette même date, montrent que M. Blé Goudé est venu rendre visite à M. Gbagbo ce même soir de 21h34 à 23h06, 10 heures avant de donner son mot d'ordre au bar Le Baron. Au cours des 20 dernières minutes de cette visite, où les 20 dernières minutes de cette visite coïncidaient avec la présence du chef d'état-major de l'armée. La scène était maintenant prête pour l'incident du 25 février. Maintenant, Madame, Messieurs les juges, vous vous rappelez que M. Blé Goudé est accusé dans le cadre de cet incident. Le 25 février, au bar Le Baron au Yopougon, une réunion générale pro-Gbagbo s'est tenue à 21h. À 9h du matin, se reprend l'interprète, en faveur de M. Gbagbo. Elle était menée par M. Blé Goudé, qui était soutenu par d'autres chefs de file des jeunes. Blé Goudé a prononcé le mot d'ordre qu'il avait promis devant ces jeunes rassemblés. Il leur a ordonné de surveiller les allées et venues et de rendre compte de tout ce qui entrait, tout étranger entrant dans leur quartier. La réunion de bar Le Baron a été immédiatement suivie. Ah, excusez-moi, je voudrais d'abord passer une vidéo. Je peux tout de suite vous dire, allons dans tel quartier, on va attaquer les gens. Et puis vous allez m'applaudir. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin de vous orienter. Et c'est mon devoir. Et c'est ma responsabilité. Il va être valable dans tous les quartiers. C'est le cas où vous devez tourner dans vos quartiers. Vous devez empêcher l'industrie de sécurité. Deuxièmement, en retournant dans vos quartiers, vous devez contacter les présidents des quartiers. Vous devez vous réunir pour savoir et vérifier les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncer toute personne étrangère qui vient dans votre quartier. Micro, s'il vous plaît. Il y a une partie intérieure au bar Le Baron, une partie extérieure. Et dans cet extrait vidéo, on voit tous les jeunes qui sont présents et qui écoutent ce discours. La réunion du bar Le Baron a été immédiatement suivie par une autre réunion générale à la place CP1 à Yopougon, que vous voyez maintenant ici à l'écran. La place CP1 était un lieu de réunion habituel, comme je l'ai déjà dit, pour des rassemblements et des discours, et également pour la diffusion des messages pro-Gbagbo par la galaxie patriotique. Lors de la deuxième réunion, M. Blé Goudé a répété son message concernant la dénonciation des étrangers ou des personnes n'habitant pas dans les lieux. À la fin de la réunion à la place CP1, les jeunes pro-Gbagbo qui assistaient à la réunion sont descendus le long du boulevard principal de Yopougon vers le quartier de Doucouré. Comme vous pouvez, Madame, Messieurs les juges, le voir à l'écran, le boulevard principal est la route qui divise le quartier de Doucouré et le quartier de Yao-Sei. Yao et pro-Gbagbo. Yao-Sei, le quartier de Yao-Sei est pro-Gbagbo. Le quartier de Doucouré est essentiellement un quartier d'Youla, alors que les habitants de Yao-Sei sont essentiellement des Bété ou des Guéré.
Les jeunes pro-Gbagbo ont commencé à lancer des pierres vers les jeunes du quartier de Doucouré et un affrontement a éclaté sur le boulevard principal près d'une mosquée connue sous le nom de Lem ou mosquée Doucouré. Des éléments de la police et des membres de la milice ont rallié cet affrontement pour soutenir les jeunes pro-Gbagbo. Vous pouvez voir maintenant le 16e arrondissement, le poste de police du 16e arrondissement marqué ici à l'écran. La police a ouvert le feu et a lancé 3 grenades sur les jeunes de Doucouré. Pendant cette attaque, certains jeunes de Doucouré ont cherché à s'abriter dans la cour de la mosquée Lem et les jeunes pro-Gbagbo ainsi que des groupes de milices soutenus par la police et également des éléments des FDS ont attaqué la mosquée, ont brûlé certaines parties de la mosquée et ont même brûlé à mort le gardien de la mosquée. Tout au long de l'attaque de Doucouré le 25 février, la jeunesse pro-Gbagbo, les membres des milices et la police ont tué au moins 13 membres de la communauté et blessé au moins 7 personnes. Et 6 personnes au moins ont été incinérées à mort, calcinées à mort. Pour ce qui est de